François Bon, les carnets. Aujourd'hui, je suis parti à Nantes et sur la route, je vais vous montrer un petit peu. Quand j'aurai fini ce plan-là, j'ai juste fait un crochet par chez Julien Gracq. Alors Julien Gracq, il y a les deux bâtiments qu'on aperçoit. Un, je crois que c'était l'ancienne gendarmerie autrefois. Enfin, en tout cas, ça lui appartenait. Puis maintenant, ça fait partie. Mais lui, c'est la maison étroite là qu'on a au fond, une maison toute en hauteur, avec sa petite terrasse et puis juste sa pièce à vivre qui donnait sur la terrasse. Et devant moi, ce qu'on va regarder ensuite, ça s'appelle l'île Batailleuse, avec ces peupliers qui sont toujours là. Et l'envie de m'arrêter parce que, bon, disons que c'est aux 2/3 de la route, ça fait un petit crochet, et puis c'est quand même, tu vois, par exemple, Turner est venu au 19e, il a fait des aquarelles de ce qu'on voyait, la vieille abbaye, et puis aussi c'était l'endroit où on retrouvait Gracq, tu vois, il descendait de sa petite terrasse, et puis on allait là au bistrot qui est là, enfin bistrot, disons resto. Il aimait bien ce petit confort, c'était juste à côté de chez lui, la Gabelle, ça s'appelle. On mange de l'anguille même. Mais ça, c'est vieux temps, vieux temps. Autrefois, en bas de ce pont, j'avais toujours vu un pêcheur à la ligne. Bah, tu vois, ça aussi, ça finit. Et je me suis dit de reprendre, là, en travers là, des 2800 pages là, que j'ai dans cet immeuble de l'œuvre complète, les mentions qu'il fait de Saint-Florent. Justement, parler le paysage depuis là d'où il le voit. Hop là, la maison, sa terrasse, la petite pièce à vivre qui donnait derrière. Par exemple, alors si je prends dans l'ordre, alors je mets dans mon chercher, là, dans l'œuvre complète, et c'est dans Lettrine 1. Alors Lettrine 1, première occurrence, le plus bel aspect arborescent des rives de la Loire à Saint-Florent, je le découvre le long de l'île Batailleuse, en amont du pont de Valais. Une grise et haute fourrure de saule mousseuse et continue, doublée immédiatement en arrière par une muraille de peupliers. Le saule trempe aux eaux brumeuses, et les maris aubergent aussi doucement que le petit gris bordant la peau nue. Le peuplier en arrière déploie sa voilure haute avec cet air noble et sourcilleux qu'il a de naviguer toujours par fil d'escadre. L'arbre de l'eau et l'arbre de l'air s'apparient et se conjuguent sur cette lisière tendre. Et le soir d'été qui embrume légèrement et qui lit cette gamme éteinte des vers fait ce coude de la Loire à s'y méprendre, un bord de fleuve de marqué le peintre. Et c'est comme si, oui, donc ça intervient tardivement, puisque c'est dans Lettrine 1, mais si je regarde la suite des occurrences, c'est comme si à mesure que Gracq vieillissait, puis justement après, il laisse son appartement à Paris, et il vient vraiment vivre là dans cette maison, et il y a tous ces souvenirs aussi de l'enfance, et c'est comme si les occurrences se multipliaient. Lettrine 2, avant la guerre, chaque fois que je regagnais par le train Quimper, que j'habitais au passage de Rospordin, je mettais le nez à la fenêtre, je guettais l'échappée de vue sur l'étang qui précède la petite ville. Sur la rive, c'est curieux parce que Rospordin, c'est la ville de Daniel Colobert, si je me trompe. Je confonds des fois avec Rostrenain. Sur la rive et tirant sa marchandise le long de l'eau au moyen de treuils et de chevalets de bois, un artisan cordier, le dernier de son espèce sans doute en France, fabriquait sa corde. Ainsi, je l'imagine, le long de la Loire, jusqu'à mon arrière-grand-père inclus, et sans doute longtemps avant la Révolution, devaient travailler mes ancêtres qui de père en fils étaient filassiers, fabriquaient de la corde avec le chanvre qu'on cultivait alors dans les îles et la vallée de la Loire. J'ai vu fermer à Saint-Florent il y a une quinzaine d'années la dernière usine, je pense, qui traitait encore en France le chanvre. Et il y a quelques années seulement,
cessaient de pousser en quelques semaines dans les champs de l'île batailleuse ces petites futaie d'un vert sombre, si étrangement parfumé, qui donnait au paysage de la vallée une touche luxuriante de plantation tropicale. C'est ça aussi de planer en septembre sur les bords de Loire, l'odeur chavirante, pénétrante, dont rien ne peut plus donner l'idée, car il n'y a pas de souvenir d'un parfum. C'est lui qui rouvre le souvenir des barges de chanvre rouillis qu'on poussait à l'eau, immergées sous leur charge de sable, que les paysans chevauchaient pieds nus et amarraient à la berge comme des radeaux. C'est ça pour jamais, sans doute, de monter aux narines ce qui avait été pour moi longtemps, avec celle des feuilles mortes du peuplier, l'odeur même de l'automne. Et on a peine à imaginer aujourd'hui, quand tu vois le fleuve, évidemment là il y a 3 barques, il y a toujours une balise verte de navigation, mais évidemment ce qui était autrefois une autoroute principale, maintenant c'est plus du tout ça. C'était la deuxième occurrence de Saint-Florent. On va chercher la suivante, rechercher dans le livre. Lettrine 2, toujours. Alors, il parle de sa relecture d'un auteur qui s'appelle Francis James. Oui, tout cela, je le retrouve chez lui, et je ne retrouve guère que chez lui cette civilisation naïve et savoureuse, plus proche déjà du néolithique que du dernier salon des arts ménagers. Mais dans ses vers, je ne l'aime pas, alors que j'aime encore la poésie des préaux d'école vide d'Alain Fournier. Trop bénin, trop confit de bénédicité, trop arrosé d'Angélus, et par l'esprit plus proche de M. Joseph de Pesquidou que de Virgile. Comme les familles vivaient serrées dans le Saint-Florent de mon enfance, échangeant graines de potiron, visites et recettes de grand-mère, mais il y avait une ligne de partage inflexible. J'étais né aux côtés de la laïque de Colette et je n'ai jamais regardé le jardin du curé que par-dessus le mur. C'était l'occurrence 3 de Saint-Florent. Et par contre, pour moi, il y a toujours ce truc, qu'est-ce que ça fait? Bon, j'ai marché avec lui sur cette place, dans un sens, dans l'autre. Je suis venu l'attendre, je suis venu sonner à sa porte. Je suis monté sur la terrasse, je suis entré dans la maison, dans cette pièce. Et donc tu lis, c'est non pas dans mon souvenir de Gracq, mais tout simplement parce que tu le lis là où ça a été écrit. Ça a été écrit là, derrière cette fenêtre. On va chercher les autres occurrences. Et vous voyez comme la maison va devenir petit à petit même actrice ou acteur directement dans le texte. Ah, celui-ci, toujours dans Lettrine 2. Quand je passe dans les rues de Saint-Florent ou quand je me promène sur les bords de la Loire, je m'étonne de l'absence de jeux et de cris d'enfants là où, à 8 ou 10 ans, nos bandes menaient leur train sur le quai et le long des buissons de la rive. À cette époque, on construisait les épis noyés de la Loire navigable. De hautes piles de claies de châtaigniers s'entassaient sur la cale. Le grand jeu était d'y grimper et de sauter. Voilà, c'est là, mais voilà, vous voyez maintenant, c'est vide. Le grand jeu était d'y grimper, de sauter sur le pavé du quai, et de la plus grande hauteur possible, dans les fourrés d'orties et de ronces qui s'accotent au mur des jardins du bord de l'eau, nous construisions des cabanes clayonnées de branches de frêne. Rien n'était gai comme de se tenir tapis là, à 3 ou 4 pas loin des maisons adultes, pendant que l'averse battait les branches et que du toit des brindilles, une à une, les gouttes nous coulaient dans le cou. Plus tard, quand on me permit de conduire le bateau, le dédale des petites îles feuillues que les atterrissements de la Loire allongeaient à la queue de l'île batailleuse devint notre repère, là où s'étend maintenant un champ labouré. Il y avait des igarapés boueux entre les saules, des îlots vierges, larges de quelques mètres, envahis de roseaux et d'aunes, ou robinsonnés à loisir. J'ai encore dans l'oreille le bruit espacé, plat et liquide des avirons quand nous glissions en froissant les branches le long de ces marigots tapissés de vases. À travers les feuilles, on apercevait le haut clocher du mont Glonne d'où tombaient les heures. Un coin d'Amazonie ou de Louisiane s'embusquait là, intact, long d'une centaine de mètres à peine, mais suffisant pour l'imagination.
Elle y convoquait le modèle de ce mystérieux îlot qui, dans Nord contre Sud de Jules Verne, sert de refuge et de prison aux sanguinaires jumeaux texars. Oh là là, qu'est-ce que ça a été comme lecture pour moi aussi, Nord contre Sud de Jules Verne. Dans ces lieux que, pour mon souvenir, remplit encore notre tapage, il n'y a plus ni bruit ni jeu. Mon oreille s'en étonne. Ce sont les adolescents dont les cyclomoteurs aujourd'hui pétaradent dans les rues. Ah, il n'y en a même pas. Le travail alors éteignait leur bruit de bonheur à 14 ans de petits hommes déjà fanés et grisâtres, brutalement débranchés de l'enfance par la sortie de l'école comme par un court-circuit. Mais peut-être, pour ces bruits dont l'absence me surprend et me déroute, n'ai-je plus l'oreille qu'il faudrait. Peut-être ne sais-je plus les retrouver où ils se cachent, et sans doute, il y a un demi-siècle, les hommes d'âge, comme on dit, ne percevaient-ils pas davantage le bruit menu que nous faisions et qui nous semblait un tintamarre. Les années referment derrière nous des portes, avec le monde de nos commencements qui se recrée derrière nous, sans nous. Non seulement toute communication nous est interdite, mais la perception même nous en est retirée. Le mécanisme par lequel l'enfance détecte l'enfance et la rejoint n'est guère moins secret et mystérieux que celui qui rassemble pour les noces les espèces rares de papillons. On va quitter la maison ici et passer dans le champ de ce que lui, Gracq, voyait de sa maison. Les cloches de Saint-Florent. Toujours Saint-Florent-le-Vieil sur cette esplanade qui, pour Gracq, est celle aussi des jeux d'enfants qui a été toute sa vie le chemin, le matin. Il suspendait à sa porte un petit carton qui s'est vendu 15 balles aux enchères. C'est la seule chose que j'aurais voulu garder. C'était une ficelle qui passait avec 2 petits trous, un nœud dans le carton, et puis calligraphié « Je reviens de suite ». Il allait chercher son pain, il allait chercher son journal, le Courrier de l'Ouest, il revenait. Donc tout ça, c'est par en traversant ici, comme le midi, très souvent, chaque fois qu'il avait des invités, mais je pense qu'il y avait une espèce de tour de rôle qui s'instituait, et donc c'était un peu toujours le rituel d'aller manger à la gabelle, toujours à la même table dans son petit recoin. Et là, donc, c'est le pont, la Loire, donc à 2 bras. Et là, on est en face de l'île batailleuse dont il nous parlait, là, ce mélange de saules et de peupliers. Maintenant, tout ça est même plus tellement entretenu par rapport à lui. Tiens, j'ai gardé le casque. Ah ben, ça fait rien. On va le garder quand même. Normalement, c'est juste pour faire mon petit réglage. On va continuer les occurrences. La prochaine, c'est juste, vous savez, il avait un espèce de studio à Sion, en Vendée. C'est une espèce d'immeuble en béton, enfin, vraiment, toujours du mal à comprendre pourquoi c'est ça qu'il avait été acheté, et juste à cet endroit-là. Et il s'y rendait, donc il y avait ces 2 chevaux garés, là, dans un grenier à sel, rue du grenier à sel, et puis tous les ans, donc, il y avait son mois de vacances à Sion, et il revenait ici. Et la prochaine occurrence, c'est ça, dans Lettrine 2. Tandis que je reviens en voiture de Sion à Saint-Florent, une fois de plus, l'œil fasciné, j'observe au long de ma route la destruction du bocage, partout en cours, mais avec une rapidité très inégale. Ici, des clairières anguleuses aux contours nets comme ceux d'une plaque de pelade attaquent à l'emporte-pièce le lacis serré des haies. Ailleurs, la fourrure s'effiloche seulement comme un tissu usé dont la trame s'éclaircit. Les souches des têtards s'accumulent en tas informes et charbonneux. On réentend le carillon parce qu'il est midi. Oui, je ne vais pas m'attarder sur cette citation-là. Écoutons les 12 coups de midi à Saint-Florent-le-Vieil. Une autre très brève occurrence, toujours dans Lettrine 2, mais qui commence par une italique. Et cette italique, toujours le carillon des 12 coups de midi, on a de la chance. C'est une phrase en italique, mais que moi je porte toujours comme étant tellement essentiellement Gracq et qui correspond tellement bien là, à cette vieille maison. La phrase, c'est « Du temps que les maisons étaient grises ».
du temps que les maisons étaient grises, dans la mesure où on accorde à l'environnement matériel une influence sur la coloration des idées, sur le ton de la sensibilité, rien n'aura marqué davantage la génération qui est la mienne que l'incroyable figement du paysage rural et urbain pendant beaucoup plus d'un tiers de siècle entre 1914 et 1950. Tout était transformation, et transformation rapide du Second Empire à la Belle Époque et jusqu'à 1914. Tout est bouleversement depuis 20 ans. Reste cet entre-deux paralysé, ce palier rigide au milieu de la courbe de croissance, ce ne bougeons plus singulier au milieu duquel nous avons poussé et grandi et vécu jusqu'à 40 ans sans que rien ne pousse ou grandisse autour de nous. Une génération du changement à vue se heurte aujourd'hui sans intermédiaire à une génération de la stagnation pure. Elle ne se serait pas heurtée avec autant de brutalité avec celle de MacMahon. Jusqu'à la fin de la guerre de 1939-1945, je n'ai pas vu construire en tout, à Saint-Florent, plus d'une demi-douzaine de maisons, et j'en ai vu démolir plusieurs. Chaque année qui nous ramenait à Pornichet, au bout de la Loire, au bout de l'Estuaire, Saint-Nazaire, qui touche à Pornichet, la plage des vacances de Monsieur Hulot, et puis ensuite la station de prestige La Baule, mais Grac, c'était Pornichet, comme l'ami Antoine Emaz, d'ailleurs, pensait pour lui. Chaque année qui nous ramenait à Pornichet, nous ne nous lassions pas de parcourir les avenues, stupéfaits de voir sur cette seule enclave atypique les villas pousser d'une année à l'autre comme l'explosion de quelques sèves exotiques. Chacun prédisait d'année en année une fin brutale à ce prurit bâtisseur. Le bétonnage des bords de mer, comme on s'attend de voir un corps sain résorber une éruption locale. Quelle métaphore! Les rares constructions neuves dans les bourgs, alors que là, partout autour, ça prolifère les lotissements, et puis on est à 40 minutes de Nantes, mais à chaque péage d'autoroute, il y a les covoiturages. Donc, c'est ça, ce destin là, des villages. Les rares constructions neuves dans les bourgs étaient absorbées sans effort en quelques années par la grisaille ancestrale et dominante. Une hibernation prolongée, suivie d'une période de construction hyperactive, a abouti aujourd'hui à ces surprenants bourgs bicolores, blancs et gris, presque dédoublés, qui semblent attester la solution de continuité d'un changement d'air, comme en géologie, une lacune dans la sédimentation. Alors, est-ce que c'est un titre ou pas? C'est-à-dire, il attaque l'incipit. Alors, est-ce que c'est une phrase qu'il frappe comme ça en revenant de marcher là, du temps que les maisons étaient grises, du temps que, et pas du temps où, du temps que les maisons étaient grises. Toujours à vue là, du paysage que voyait Julien Gracq de sa pièce à vivre, la maison étroite, juste à ma gauche. Le bras de Loire, l'île batailleuse. Là, cette fois, c'est moi qui vois le pont. Et puis derrière, c'est l'amont de la Loire. Ça tombe bien, on est encore là, en fin d'hiver. Hein. C'est quand le printemps? Je sais même pas. 20 janvier, 21 février, 21 mars. Ben, c'est aujourd'hui le printemps. On est jeudi 21 avril. Ou je me trompe. Mais tu vois encore comment le courant s'abrasse. Et donc, c'est lire, là, depuis l'endroit même où il était, lui, à les écrire, ces occurrences de Saint-Florent-le-Vieil dans les 2800 pages là, de l'œuvre complète qu'on a rassemblée en EPUB. Alors, il y a un paysage. Ensuite, alors il y a une citation dans les eaux étroites, mais les eaux étroites, je voudrais que juste ensuite, je suis jamais allé exactement au lieu des eaux étroites. Alors, j'ai pris le livre, là, cette fois, les eaux étroites dans mon sac, et on va y aller ensuite. Donc, celle-ci, je la saute. Alors, ensuite, après les eaux étroites, c'est En lisant, en écrivant, et ce chapitre dans En lisant, en écrivant, qui s'appelle Paysages et romans.
Et c'est là où il y a ce texte là sur les peupliers, mais j'en ai parlé et puis je l'ai lu dans une des précédentes vidéos. Donc je saute. Après, en lisant, en écrivant, c'est la seule finalement occurrence de Saint-Florent en lisant, en écrivant. Par contre, dans la forme d'une ville, évidemment, la forme d'une ville, ça raconte Nantes, c'est les années lycéennes, internes. Donc là, on en a 3, 4, 5, 6. Il y en a 6, mais 6 occurrences qui sont un petit peu des détails à une échelle un peu agrandie et dans des conditions tout autres. Certains des plaisirs que m'avait dispensé enfant la promenade de Lèvres à Saint-Florent, c'est justement celle des eaux étroites, tel le sentiment d'intimité proche que celui que donne une année du jardin qui naît au cœur d'un vallon. Donc convergence avec le vallon de Lèvres à Nantes et puis les perceptions là. Et j'ai entendu dans l'église de Saint-Florent un ex-caporal désireux sans doute de ne pas perdre son coup de langue, enrichir à certaines fêtes de l'année la liturgie. Donc petit détail là encore. Quand je rejoignais de Saint-Florent pendant les vacances d'été Pornichet, donc il reprend le même passage là. Pornichet qu'on a déjà lu. Ensuite, Carnet, il y a évidemment les 7 collines, les textes sur Rome. Là, on n'a pas ça. Carnet du grand chemin. Et quel plaisir m'avait fait il y a 2 ans, comme un rappel de Sion tout à fait inattendu, la rencontre d'une huppe, le chant d'oiseaux, cette huppe. Moi, ça me fait ça quand il m'arrive de revenir en Vendée. Tout d'un coup, tu entends. Et bon, évidemment, c'est l'ouverture de Chateaubriand, les mémoires d'outre-tombe, le souvenir auditif de tel chant d'oiseaux qui te bouscule l'époque. Volette à Saint-Florent sous les cèdres de Louvrinière. Carnet du grand chemin encore. Alors celle-ci, on va aller la voir. Quant à mes origines, je manque de mélange. Elle est belle enfin, c'est pas qu'elle est belle cette phrase, c'est que tout d'un coup, elle est comme mise en abîme par tout aujourd'hui. Moi, c'est pareil, si on cherche dans un tout petit mouchoir de poche de Vendée, on trouvera quasiment tous mes ancêtres. Quelques-uns, la famille de ceux qui tressaient des paniers dans l'huile d'Oléron, de l'autre côté en Bretagne, ceux qui étaient du côté qui faisaient la pêche à Terre-Neuve, et puis qui, dans la misère du début des années 1900, ont migré à Paris. Donc, mais malgré tout, ça reste quand même cet enracinement ouest. Et tu vois ce mot qui est toujours bizarre, j'en ai la diversité, prenons-le directement, quoi. Aux US, tu as ça en même temps, don't do roots, on s'en fout, quoi. Don't do roots. Alors lui, là, quant à mes origines, c'est le quant à mes origines, je. C'est pas les origines qui manquent, c'est je m'assume à travers les origines comme ne participant pas. Ce qu'on dit aujourd'hui diversité. Quant à mes origines, je manque de mélange. Pas de croisement profitable dans mon ascendance. Du côté paternel, mes attaches sont à Saint-Florent, au moins depuis la Révolution, et sans doute au-delà. Du côté maternel, à Montjean, la Pommeraye, Chantossé, c'est juste là les petits patelins que moi j'ai suivis là, en quittant l'autoroute à Angers pour venir jusqu'ici. Depuis aussi longtemps, un cercle d'un rayon de 8 km entre le tombeau de Bonchamp et le château natal de Gilles de Rais, à Chantossé, je l'ai vu, magnifique ruine. J'ai eu envie de m'arrêter, je me suis dit, tiens, et si je disais du Rabelais ou du Gracq, a contenu toute mon ascendance depuis 6 générations et au-delà. Tout cela, Mauges, vallée de la Loire, Mauges encore, artisans de village presque tous, filassiers, boulangers, vous voyez, mais c'est pas une lignée paysanne. Et ça aussi, moi je suis dans ma propre ascendance, là, devenu tailleur de pierre, puis garagiste, puis fils de garagiste, devenu père de garagiste. De l'autre côté, côté maternel, les instituteurs, tu vois, ces filiations comme elles peuvent compter. Lui, artisan de village, presque tous, filassiers, boulangers, forgerons, mariniers, tous, aussi loin que je remonte, parcimonieux, âpres au gain, comptant sou par sou, ferme sur les liens de famille, acharnés à acquérir, à hériter et à conserver. À l'extrémité de cette chaîne de clos, bout de pré,
À l'extrémité de cette chaîne de clos, bouts de prés, vignes et masures, thésaurisés et légués, boisselés après boisselés, et moellon par moellon, la mosaïque des biens-fonds minuscules qui est la mienne. Ça a été très compliqué, la succession de Grac, avec tous ces petits trucs par-ci, par-là. La mosaïque de biens-fonds minuscules qui est la mienne, éparpillée et éclatée sur tout un canton, m'a ancré à ce territoire par des liens que je n'ai jamais rompus, ni cherché vraiment à rompre. J'attribue à cette ascendance vendéenne mon caractère casanier, ma méfiance vis-à-vis des figures inconnues, le conservatisme figé de mes habitudes, le confinement dans un cercle de relations étroits, surtout familiales, le goût de dire non. Merci, monsieur Grac. Bref, ce laissez-moi tranquille dans mon coin et passer au large qui a été, toute motivation sociale et religieuse mise à part, le vrai ressort caractériel du soulèvement de 1793. Une vie peu aérée. C'était bien le cas dans cette pièce là où il écrivait. Un manque de mobilité physique autant que spirituelle est le prix que j'ai payé pour la très solide assise sur la terre que m'a apporté cet enracinement. Je n'ai jamais eu que peu à voir avec les espèces de plein vent, des gens qui passent. Ou alors, c'est même le personnel de la maison Grac, je ne sais pas combien de temps maintenant, 10-15 ans, oh, peut-être pas, je crois que c'était en 2012. Il y avait Michon, je me souviens, il y avait Patrick Deville, et là à l'époque c'était Cathy Barrault, alors que la maison n'était pas encore en état, mais c'était déjà projet maison Grac, et ça s'était passé à l'abbaye. Je me souviens, j'avais fait une lecture comme ça de passages sur l'écriture dans le Pléiade 2, j'avais plein de petits post-it, et je me souviens qu'au début il y a un type, il s'appelle Régis Debray, je ne sais pas s'il vit encore. Avec cette stature-là de parrain du grand projet ami de Mitterrand, j'en sais rien, qui se lève, à peine j'ai commencé 30 secondes, puis il avait entendu, hop là, il tourne le dos, et il traverse devant tout le monde pour ne pas m'entendre. T'avais tout compris à la littérature, mon pote. Ah ouais, mais depuis là, ils m'ont jamais réinvité là-dedans, donc... Qu'est-ce qu'on n'est pas mieux, là, dehors? Allez, je continue voir où sont. On arrive au bout de l'œuvre. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme encore autre occurrence? Là, sur une plante. Il est un mot qui débouche encore pour moi magiquement, à 60 années de distance, tous les flacons de Baudelaire et qui me restitue même davantage toute la suavité entêtante d'un jardin de fleurs quand tombe la nuit d'été. C'est un vieux mot local sans doute, que je n'ai plus guère entendu prononcer depuis un demi-siècle. La pavée. La pavée, selon le dictionnaire, mot dialectal désignant la digitale pourprée. C'était à Saint-Florent, exclusivement. C'était à Saint-Florent, exclusivement, le tapis compact de pétales effeuillés dont on recouvrait les carrefours et les reposoirs le jour de la fête Dieu. Des enfants de chœur munis de corbeilles, on se croirait tout d'un coup dans un chœur simple de Flaubert, en répandaient un supplément parfumé tout le long du cortège. Il sortait de ce concentré floral prodigué à foison une déflagration odorante qui allait jusqu'à l'ivresse. Mais seul est capable de m'en rouvrir l'accès la sonorité si expressive du mot, où passent à la fois la solennité du pavois, la magie sédative du pavot, joint à l'idée d'une jonchée profuse et bénigne, où le vocable brutal de pavé se féminise, vire à son contraire, et où le V, la consonne la plus fondante de la langue française, libère par surprise toute la suggestion voluptueuse dont elle est grosse. Je vous la refais, celle-là. Et où le V, la consonne la plus fondante de la langue française, libère par surprise toute la suggestion voluptueuse dont elle est grosse. Est-ce que vous remarquez quelque chose? Où le vocable, un V, brutal de pas V, un V, se féminise, vire à son contraire, virgule, et où le V, et ensuite se féminise, vire un V à peine qu'on regarde,
où le V, la consonne, repasse encore le V, et ensuite la consonne la plus fondante de la langue française libère par surprise toute la suggestion. Il n'y a plus de V. Et il revient avec l'adjectif, la lettre initiale du mot voluptueuse. Et c'est ça qu'on a, nous, à travailler tout le temps. Tu n'y penses pas quand tu écris à ces choses-là. Mais nous, quand on travaille l'écriture, c'est à partir de ça dont on part. À la prononcer, non seulement je me sens replongé dans ces parfums tournoyants de jardins suspendus, mais je revois presque tout. Le reposoir de la place Maubert dans l'éclat de ses housses immaculées, avec ses candélabres, ses cierges, sa rangée naïve d'aspidistras en pot, les murs des façades de la grande rue, tendus partout de draps semés de bouquets et de feuillages épinglés, les longues banderoles rouges à étoiles d'or qui les soudaient l'une à l'autre par-dessus le confluent des ruelles. Ce n'était pas seulement toute la suavité du printemps, dans le plein de son explosion, qui se trouvait là, concentrée et consacrée. C'était dans sa démesure prodigue un vrai potlatch de la floraison qui en épuisait le suc en faveur d'un jour unique de plénitude et qui l'éteignait d'un coup pour laisser place déjà dans les jardins à toute la poussière, à toute la sécheresse de l'été. Voilà, Julien Gracq. Est-ce qu'on en a encore quelques occurrences de Saint-Florent-le-Vieil dans l'œuvre complète? On avance dans l'œuvre, hein. On n'est plus Carnet du Grand Chemin, on était... oui, justement, on avait laissé... Et on avance là, dans l'œuvre. On a laissé les 7 collines autour de Rome. On arrive dans les Carnets du Grand Chemin. Une vieille photographie ressurgit à Saint-Florent d'un album oublié. Il y a là mon oncle qui me tient. Bon, là, on n'est pas vraiment sur le truc. Et après, c'est les entretiens. Nantes et la Loire. Nantes et la Loire. La Loire de Saint-Florent n'est pas celle de Nantes. Petit extrait des mentions de Saint-Florent-le-Vieil dans l'œuvre complète de Julien Gracq, là même, dans le paysage qu'il regardait quand il les a écrites. Ça valait le coup de s'arrêter, non? Dans ce premier soleil d'année.